Le ciel était d'un bleu absolument parfait. Pas un nuage à l'horizon, pas un souffle de vent au sol, une visibilité comme les pilotes en rêvent. Et pourtant, en l'espace de quelques secondes, l'avion s'est disloqué en plein vol, éparpillant 124 vies sur le flanc d'une montagne. Aucun défaut mécanique. Aucune erreur humaine. Aucune tempête. Ce qui a détruit cet appareil ce jour-là était totalement invisible, et à l'époque, cela n'avait même pas encore de nom. Reste jusqu'à la fin, parce que la réponse à cette énigme a changé pour toujours la façon dont nous traçons les routes aériennes du monde entier. Et si les histoires vraies qui donnent le vertige te parlent, un abonnement m'aide énormément à continuer d'en raconter. Pour comprendre cette catastrophe, il faut d'abord accepter une chose, ce vol n'avait rien d'ordinaire. Le vol 911 de la British Overseas Airways Corporation ne reliait pas simplement deux villes. Il suivait un itinéraire qui s'étirait sur plus d'une semaine, partant de Londres pour rejoindre Hong Kong, avec des escales à Montréal, San Francisco, Honolulu et Tokyo. Certains passagers embarquaient pour la totalité de ce périple nonchalant. D'autres ne montaient que pour une étape ou deux. Un voyage d'un autre temps. Et pendant plusieurs jours, tout se déroule sans le moindre accroc. Jusqu'au 4 mars 1966. Ce jour-là, l'appareil doit se poser à Tokyo. Mais un brouillard épais avale la ville et rend l'atterrissage à Handa impossible. Le vol est dérouté vers l'aéroport voisin de Fukuoka. Les passagers à bord ont grommelé, sans doute. Ils ignoraient qu'ils venaient d'échapper à quelque chose. Car dans ce même brouillard, ce soir-là, le vol 402 de Canadian Pacific Airlines arrive de Hong Kong. Une éclaircie brève s'ouvre. L'équipage tente sa chance. La visibilité reste pourtant exécrable. À l'approche de la piste, l'avion percute un mât d'éclairage, puis s'écrase violemment au sol. 64 des 72 personnes à bord meurent. Le lendemain matin, le brouillard s'est volatilisé. Et c'est là que l'histoire devient terrible. Les conditions sont non seulement dégagées, mais exceptionnellement pures, lumineuses, d'une netteté rare. Le vol 911 décolle de Fukuoka et se pose à Tokyo vers midi. Rotation rapide, plein de carburant, et le voilà prêt à repartir vers sa destination finale, Hong Kong. À bord, 113 passagers et 11 membres d'équipage. Aux commandes, le commandant de bord Bernard Dobson, 45 ans. À ses côtés, le copilote Édouard Maloney, 33 ans, le second officier Terence Anderson, 33 ans également, et le mécanicien navigant Ian Carter, 31 ans. Ensemble, ils totalisent plus de 25 000 heures de vol, dont plus de 7 000 sur Boeing 707, précisément le type d'appareil qu'ils s'apprêtent à piloter. Une équipe chevronnée. Un avion en parfait état. Un ciel immaculé. Il est 13h50 quand le 911 s'aligne et décolle de Handa. Et pendant la manœuvre, beaucoup de ceux qui se trouvent à bord bénéficient d'une vue atrocement dégagée sur les débris de l'avion tombé la nuit précédente, éparpillés le long d'une piste, fumant encore. Imagine la scène. Tu regardes par le hublot et tu contemples l'épave calcinée d'un vol commercial. Mais personne, absolument personne, ne pense être en danger. En 1966, un crash aérien reste un événement rarissime. Que deux appareils s'abîment en 2 jours dans les parages d'un même aéroport relève d'une probabilité astronomiquement infime. Et le ciel, ce jour-là, frôle la perfection. C'est justement cette beauté qui va tuer tout le monde. Le commandant Dobson, voulant profiter d'une météo aussi somptueuse, demande une légère modification de sa route. En passant à proximité de l'iconique mont Fuji, il pourrait offrir à ses passagers un panorama aérien spectaculaire. Et peut-être, aussi, effacer de leurs esprits l'image de cette carcasse fumant aperçue au décollage. Un geste d'attention. Une délicatesse de pilote. Le contrôle aérien accorde l'autorisation presque immédiatement. Pourquoi refuser ? Rien, dans les connaissances de l'époque, ne justifie un refus. Quelques turbulences sont attendues aux abords du sommet, mais rien qui puisse inquiéter qui que ce soit. Et pendant un quart d'heure, tout est absolument normal. Les passagers collent leur visage au hublot, dégainent leurs appareils photo, capturent le paysage à couper le souffle qui défile sous l'aile. Le 707 glisse dans un ciel d'un bleu total, s'éloignant d'une lointaine ligne de nuages. Le calme absolu. Puis, sans le moindre avertissement, l'avion se désintègre. L'empennage vertical est arraché. Les moteurs suivent. Le fuselage se rompt. Les bagages et les corps sont expulsés dans le bleu limpide du ciel. L'épave dégringole vers la terre, s'y écrase avec une force létale. Le poste de pilotage et plusieurs sections s'embrasent à l'impact. Aucun survivant. Et aucune explication, même embryonnaire, de ce qui a bien pu se produire. 124 morts.
Mais voici ce qui rend cette catastrophe encore plus insoutenable. Parmi les victimes figurent 75 employés de Thermo King, une société américaine basée à Minneapolis. Ces gens n'étaient pas là par hasard. L'entreprise avait décidé de récompenser ses meilleurs éléments de l'année par un voyage à travers l'Asie, tous frais payés. Beaucoup avaient obtenu le droit d'emmener leurs conjoints. Résultat de cette générosité, 63 enfants sont devenus orphelins à cause d'un seul accident d'avion. Ils avaient été récompensés pour leur excellence. Cette récompense les a tués. Une fois établi qu'il n'y avait aucun survivant, l'enquête démarre dans l'urgence. Et elle se heurte immédiatement à un mur. L'appareil était en excellent état d'entretien. La météo était parfaite. Il devient impératif de comprendre, sous peine de voir le scénario se répéter. Le champ de débris s'étire sur 16 km, depuis la ville de Gotamba jusque sur les pentes du mont Fuji. Des milliers d'effets personnels et de fragments d'épave sont récupérés, puis passés au crible par les experts. Quelques fissures de fatigue apparaissent sur des pièces métalliques. Piste sérieuse. Sauf qu'après examen approfondi, elles sont écartées, elles n'ont joué aucun rôle dans le drame. Alors, lentement, les soupçons se déplacent. Vers la montagne. On savait déjà que des courants d'air turbulents pouvaient s'agiter autour du Fuji, y compris lorsque le ciel semblait irréprochable. Mais jamais, au grand jamais, ces courants n'avaient abattu un avion de ligne. Et pourtant, ils étaient bel et bien dangereux. Étaient-ce là ceux qui avaient terrassé le vol 911 ? Voici la réponse que je t'avais promise. Ce jour-là, des vents puissants balayant le mont Fuji avaient engendré un phénomène désormais appelé onde orographique. Le mécanisme est le suivant. Lorsqu'un flux d'air rencontre un obstacle massif comme une montagne, il est perturbé, se replie sur lui-même et forme un courant circulaire d'une extrême violence. Plusieurs de ces rouleaux à la suite constituent une véritable onde, tapis sous le vent du relief. Une zone de turbulence dévastatrice. Et totalement invisible. Le vol 911 a pénétré droit dedans. Les pilotes ne pouvaient ni la voir, ni la détecter. Et en 1966, le phénomène était encore trop mal compris pour figurer dans la formation des équipages ou dans la préparation des plans de vol. Quand le contrôle aérien avait autorisé cette déviation vers la montagne, il n'avait strictement aucune raison de dire non. En approchant du sommet, l'appareil a percuté un mur de vent compact. Le choc a été si brutal que certains passagers et membres d'équipage ont peut-être péri sur le coup, avant même que l'avion ne soit déchiqueté. Le stabilisateur arrière est parti le premier. Les moteurs ensuite. L'équipage n'a eu aucune occasion de sauver l'appareil. Aucune chance d'éviter le désastre. Pas même le temps de voir venir la chose. Le caractère effroyable de ce crash, ajouté au fait qu'il s'agissait du second en 24 heures sur le sol japonais, provoque un effondrement brutal de la demande de vols commerciaux. Les grandes compagnies du pays réduisent leurs opérations. Il faudra des années avant que les Japonais retrouvent confiance en leur aviation. Pendant ce temps, les scientifiques dissèquent enfin la façon dont le vent interagit avec les reliefs, et cette mécanique invisible finit par se laisser apprivoiser. Aujourd'hui, les routes aériennes contournent systématiquement les zones où ce type de turbulence peut naître. L'époque où l'on autorisait un avion à s'écarter de sa trajectoire pour offrir une belle vue sur une montagne célèbre appartient définitivement au passé. Cette catastrophe nous a révélé quelque chose que nous ignorions ignorer. Elle nous a forcés à comprendre un phénomène météorologique potentiellement mortel. Nous savons désormais que les courants sous le vent d'une montagne peuvent pulvériser un avion. Mais ce jour de 1966, pour ces 124 personnes qui photographiaient le plus beau paysage de leur vie, la mort est arrivée sans le moindre signal, tombée littéralement d'un ciel bleu et limpide. Dis-moi en commentaire si tu aurais accepté cette déviation à la place du contrôleur aérien, et enchaîne avec ma vidéo sur les catastrophes aériennes causées par des phénomènes que personne n'avait vu venir, parce que celle du Fuji est loin d'être la seule.